Bonjour à toutes et à tous. Après avoir fait 2 jours sur le Rhin, d'après ce que j'ai lu, on va passer donc à l'appareil génital masculin, avec aujourd'hui une journée plutôt consacrée à testicules, infertilité, verge. Et demain, vous aurez une journée sur prostate, vessie et urètre. Donc, ce matin, nous sommes 2 orateurs, Jean-Marc Rigaud, qui est urologue à Lille, et moi-même, Laurent Brunereau, qui suis radiologue à Tours. Donc, je vais modifier un tout petit peu le programme dans la mesure où Jean-Marc sera disponible plus vite. Je vais le laisser faire les 2 cours sur la clinique de la pathologie testiculaire et infertilité. Et ensuite, je le libérerai et je vous ferai les cours d'imagerie échographique sur ces différents sujets. Donc, on va commencer. Donc, Jean-Marc, tu as 2 fois 30 minutes pour ces 2 cours. Merci Laurent et merci aussi de me permettre de commencer, ce qui permettra d'ailleurs d'enchaîner puisque je vais au Kremlin-Bicêtre après. Donc j'enchaîne. Donc Jean-Marc Rigaud, donc je suis lillois, urologue, donc j'anime une unité d'andrologie pompeusement appelée service, mais c'est bon pour mon ego. J'ai la chance de travailler avec Laurent Lemaitre depuis de nombreuses années. Et donc ça a permis de développer à la fois une approche clinique, mais clinico-radiologique de l'infertilité, domaine qui reste quand même parfois un peu loin des préoccupations de certains, en tout cas qui est d'importance puisque aujourd'hui, on y reviendra, mais il y a des techniques pour prendre en charge l'infertilité masculine qui sont spécifiques et où la qualité de l'examen radiologique et plus spécifiquement échographique permet quand même d'orienter la prise en charge de façon plus précise. Alors du point de vue épidémio, la stérilité, ça reste un problème. Vous voyez, 60 000 nouveaux cas par an. Une fois sur 5, c'est masculin. En gros, on peut dire qu'une fois sur 2, il y a un problème masculin. Seulement 4% des couples sans enfants, une durée moyenne d'infertilité, vous voyez, qui est très variable, ce qui veut dire que finalement, ça, ce n'est pas un facteur extrêmement important à prendre en compte, nonobstant, bien sûr, l'âge de la conjointe. Une courbe qui a été récemment actualisée, et vous voyez qu'ici, au bout de 6 mois, disons, vous avez à peu près 70% des gens qui ont mis en route une grossesse. Et vous voyez qu'au bout de 18 mois, 24 mois était le chiffre qui était retenu avant, vous savez, par la sécurité sociale. On disait on ne commence pas un bilan avant 24 mois. Maintenant, quand il y a un facteur, on peut commencer plus tôt. Vous voyez que vous avez à peu près 10% des gens qui n'ont pas mis en route leur projet de parentalité. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme cause? Et je vais faire ce que je ne devrais pas faire, c'est commencer par le spermogramme pour classer, puisque c'est une spécificité, je dirais, de la prise en charge masculine, c'est que l'homme, on n'en a rien à foutre, on regarde que les spermatozoïdes. Alors, je grossis le trait, bien sûr, mais à l'agence de biomédecine, donc le livret, si ça vous intéresse un jour par curiosité, sur la stérilité, destiné au couple, dit qu'on fait le spermogramme et éventuellement on examine l'homme, voire on fait des bilans. Ce n'est pas très classique qu'un document officiel laisse penser qu'on fait d'abord le spermogramme avant d'examiner l'homme. C'est une philosophie qui est un peu particulière, qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes et vous comprendrez pourquoi après, dans la prise en charge, on a insisté en particulier en France sur certains aspects, comme en particulier l'échographie, puisque comme on sait que les gens ne sont pas examinés, qu'il y a le spermogramme, eh bien on peut penser que nos amis gynécologues demanderont une échographie, ce qui ferait que vous serez finalement quelque part, quand vous ferez une échographie testiculaire, les premiers à examiner ces messieurs. Et donc ça, c'est quand même un élément d'importance. C'est d'autant plus vrai que depuis 1998, je vous le rappelle, il n'y a plus de service militaire
Donc il n'y a plus rien qui garantit un examen clinique de l'homme à un moment, et donc on retrouve quelque chose qui avait complètement disparu. C'est la cryptorchidie de l'adulte qui est de nouveau présent dans nos consultations. Donc vous voyez que dans 10% des cas, en gros, il n'y a pas de spermatozoïdes, ça représente quand même pas mal, hein. Et puis sinon, avec des noms barbares, tératospermie, oligospermie, asténospermie, il n'y en a pas beaucoup, ils sont de traviole, ils ne bougent pas beaucoup. On arrive à répartir les différents aspects du spermogramme et on arrive comme ça à les classifier. Sachez que c'est un des derniers examens biologiques aussi qui est assez, comment dire, manuel. Hein, c'est-à-dire que nos amis biologistes, c'est pas techniqué en fait. Il n'y a pas une machine qui vous donne les résultats. Hein, donc il y a une machine maintenant qui vient d'arriver, qui est assez simple au niveau informatique, qui permet de classer en c'est normal ou pas normal. Donc globalement, on dit que c'est normal quand il y a moins de 3% de forme anormale. Enfin, plus de 3% de forme anormale. Vous voyez un petit peu que 3% de forme normale suffit à dire que le spermogramme est normal avec ces machines. Donc c'est quand même un peu spécial. Inutile de vous dire qu'en consultation, c'est problématique parce que les gens voir 97% de forme anormale est quelque chose qui est un peu paniquant, mais parfaitement rentable au niveau du laboratoire parce qu'il n'y a plus de techniciens. Hein. Ça marche de façon automatique, il n'y a plus qu'un calibrage. La mobilité, il y a des appareils, mais qui sont discutés quand même sur la mobilité des spermatozoïdes. Ça aussi, c'est un élément qui, un jour ou l'autre, va passer à la trappe, compte tenu de toutes les nouvelles techniques qui sont en cours. Donc, mais pour le moment, ça reste un examen extrêmement, je dirais, manuel, et donc avec toutes ces variations, bien sûr, liées à l'acte, je dirais, d'observation. Alors quand, c'est quand est-ce qu'on fait, soit au décours d'une consultation clinique, hein, et donc pour nous, andrologues, on doit prescrire des examens quand on a vu le couple. Hein, et donc j'insisterai sur le fait que quand même, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais vu et qui arrivent chez vous en radiologie pour faire un examen. Ils ne savaient même pas ce qu'ils venaient faire. Le pire, des fois même, vous leur faites une échographie de prostate, ils ne savaient pas que c'est ça qu'ils venaient faire. On fait du plus simple au plus compliqué, puis on tient compte bien sûr de ce qui nous est demandé. Donc une des difficultés, c'est d'expliquer que ce n'est pas comme le sucre, hein, ce n'est pas une hémoglobine glyquée, hein, donc le spermogramme ça varie. Et le pire, c'est que pour fabriquer un spermatozoïde, il faut 3 mois. Donc si vous voulez, on ne sent rien dans les testicules, et il faut au moins attendre 3 mois pour en refaire un. Et statistiquement, en théorie, il faut au moins 3-4 spermogrammes pour se positionner du point de vue de la prise en charge et de la qualité de la spermatogénèse. Inutile de vous dire que 4 x 3 égale 12, une année. Les gens y consultent généralement et vous leur annoncez que là, d'un seul coup, il faudrait attendre un an pour pouvoir se positionner au niveau du spermogramme. Tout le monde s'énerve dans la pièce. Hein. Donc, et personne ne croit que c'est possible. Donc, il faut plusieurs recueils, on explique bien aux gens, et puis on fait un examen et un entretien, bien sûr, qui tient compte des antécédents. Ce n'est pas la même chose si on voit quelqu'un qui a été traité pour un cancer dans l'enfance, quelqu'un qui a eu un cancer du testicule ou quelqu'un qui n'a jamais été malade. Donc, dans les facteurs masculins d'infertilité, on retient l'âge, bien sûr, chez l'homme, en sachant qu'aujourd'hui, les paternités après 45 ans, c'est au-delà de 10-15%. C'est-à-dire, ça a été multiplié par 3 ou 5 en une quinzaine d'années. Hein, donc, c'est un élément à prendre en compte. Les antécédents chirurgicaux, bien sûr, les torsions, les traumatismes, la cryptorchidie. Les infections, mais qui paraissent de plus en plus discrètes d'abord. Et puis c'est difficile pour un homme de dire à sa femme « j'ai fait une chaude pisse » alors qu'elle croyait que c'était un mec super bien et qu'elle était sa première compagne. Donc c'est un élément qu'on a du mal à mettre en évidence. Dans les toxiques, j'insiste pas, le tabac bien sûr, le cannabis encore plus, l'alcool, hein, mais enfin le poids. Quand on est très gros, ça retentit sur la spermatogénèse. Bon, l'examen clinique, c'est simple, hein, c'est la verge. Les testicules, pour nous, le volume, hein, pour l'OMS, la norme, c'est 16 ml.
L'épididyme, est-ce qu'on le sent, tout ça, etc. Bon, quand on a l'habitude, c'est assez simple, hein, mais bon, quand on n'examine pas souvent des bourses, ça peut ne pas être évident. Les déférents, est-ce qu'il y a une varicocèle? On examine en position debout. On peut même faire aussi des échographies en position debout, mais je pense que Laurent y reviendra. Le toucher rectal, pour moi, n'est pas forcément nécessaire. Il est nécessaire quand il y a des infections, des choses comme ça. Ce n'est pas utile de faire un toucher rectal à quelqu'un qui vient simplement pour un trouble de la spermatogénèse et qui n'a jamais eu d'antécédent. Les caractères sexuels, donc là, simplement pour le volume. Et vous voyez qu'entre l'échographie, l'orchidomètre, voire la simple mesure du testicule avec un petit mètre ou centimètre, vous arrivez à donner la formule, dite la formule de Lambert, il y en a d'autres, le volume du testicule. Mais donc il y a une parfaite superposabilité, ça c'est extrêmement intéressant. Alors, nous on fait un lien direct en fonction de la taille du testicule, et vous voyez que quand il y a une atrophie, c'est-à-dire inférieure à 6 ml, dans 90% des cas, les gens sont azoospermiques. Quand il y a une hypotrophie, donc c'est-à-dire inférieure à 14-16 ml, dans la moitié des cas, vous trouverez au minimum une oligospermie et dans un bon nombre de cas, une azoospermie. Enfin, quand il n'y a qu'un seul testicule qui est diminué de volume, l'azoospermie n'est pas la règle, c'est plutôt l'oligospermie. Alors le spermogramme, bien sûr, toujours fait dans un laboratoire qui est agréé pour les inséminations. Pourquoi? Parce que la qualité est liée au nombre de spermogrammes que fait le laboratoire et a priori, on a tendance à demander les spermogrammes à un labo qui fait les inséminations. Pour ça, ce n'est pas difficile, ils sont agréés pour ça. Donc nous, on ne réfléchit pas. Donc ils demandent un agrément. Ce n'est pas parce que c'est un camarade de Beuvry qu'on va envoyer les examens, c'est parce qu'il y a une certification faite par les laboratoires. Je ne reviendrai pas sur ça. Alors le test de Huner, j'y reviendrai après. Alors le diagnostic d'azoospermie, ça aussi c'est compliqué. Vous allez avoir de temps en temps des gens, ils auront reçu le résultat du spermogramme par la poste, ils sont azoospermiques et ils viennent vous voir. C'est vous qui allez devoir leur expliquer ce que c'est qu'une azoospermie, surtout qu'ils auront été sur Internet. Et comme ils n'avaient pas de corde, ils ne se sont pas pendus, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle. C'est compliqué. Donc d'abord, au minimum, vous pouvez leur dire que le spermogramme qu'ils ont fait au laboratoire, qui montait 0 spermatozoïde, il faudra le refaire. Et que, en fonction de la technique du spermogramme, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au labo, les normes standards, c'est un temps de centrifugation qui est assez court, on va dire qu'il y a 0 spermatozoïde. Mais en revanche, quand on travaille en fécondation in vitro, ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'il y a 0 spermatozoïde. Donc on centrifuge pendant beaucoup plus longtemps, et là, des gens qui étaient cotés azoospermiques dans les conditions habituelles de diagnostic, on en récupère 10 à 20%. Donc vous voyez que... alors ça, les patients, ils ne comprennent pas, parce qu'ils disent, mais alors donc le labo fait un mauvais travail. Non, le laboratoire, il fait le travail pour lequel il est payé, qui est de centrifuger pendant tant de temps, etc. Et puis après, il envoie éventuellement le patient, quand il va être pris en charge dans une équipe spécialisée, on verra un peu plus loin. Donc vous voyez de l'ordre, en fonction des études, nous, notre expérience, on est plutôt aux alentours de 15% de diagnostic retraité. Alors, spermogramme, il y a des choses simples, c'est le volume de sperme. Est-ce qu'on éjacule beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que c'est associé à un trouble de l'éjaculation? Est-ce qu'il y a des signes d'infection, etc. Donc, le volume, c'est un temps qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Le pH aussi, est-ce que les spermatozoïdes sont bien vivants ou pas? Voilà des éléments qui sont systématiques. Après, il y a le test de Huner. Le test de Huner, c'est le seul examen qu'on peut faire à quelqu'un sans lui dire. C'est-à-dire, c'est là, d'un seul coup, le monsieur il découvre que sa femme, pour une fois, elle est d'accord pour le matin, et en plus, pendant la semaine, ben merde alors. Et puis, en fait, il y a une prescription avec le gynéco, et il ne savait pas, mais on va regarder s'il y a des spermatozoïdes dans la glaire. Et donc, ça permet d'officialiser le fait, s'il y a des spermatozoïdes, qu'il y a bien des rapports sexuels avec pénétration. Ça, c'est un des éléments. Et puis, de façon un peu qui n'est pas logique, mais si le test de Huner est normal, c'est-à-dire qu'il y a bien des spermatozoïdes dans la glaire, il y a des gens qui considèrent que ce n'est même pas la peine de voir l'homme, pratiquement.
Hein, ce n'est pas indispensable. On considère que du côté masculin, il n'y a pas de problème. C'est complètement discutable, mais il y a des gens qui pratiquent comme ça et on a des fois des découvertes de pathologies masculines très tardives, alors que le couple est dans le circuit médical depuis un petit moment. Donc il y a des tas d'autres examens compliqués sur lesquels je vais passer, mais qui sont réglementés. Hein, donc on est au journal officiel, il y a des arrêtés, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Hein, donc ça c'est quand même très précis, et quand les gens ne sont pas contents, je leur dis vous avez voté pour ça, en tout cas vos députés. Donc on étudie les substances qu'il y a à l'intérieur du sperme, c'est ce qu'on appelle les marqueurs séminaux. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est le fructose qui est sécrété par les vésicules séminales. On y reviendra. On recherche parfois chez les gens qui ont les troubles de l'éjaculation, chez les paraplégiques, les diabétiques, on va rechercher les spermatozoïdes dans les urines parce que le sperme, au lieu de sortir, l'arc réflexe de l'éjaculation ne se fait pas bien et donc l'éjaculation se fait en intravésicale. Alors l'échographie testiculaire, Laurent va en parler, hein, mais donc en France, les recommandations de l'AFU, c'est que systématiquement, tout couple infertile doit bénéficier d'une échographie testiculaire. Parce que ça nous garantit qu'à un moment, l'homme a été examiné, on parlera des cancers du testicule tout à l'heure, ce n'est pas possible de penser que, alors qu'il y a un facteur révélateur, comme l'infertilité, etc., qu'on rate un diagnostic de cancer du testicule parce que les gens ne sont pas examinés. Donc notre attitude a été dire en termes de dépistage, si un couple infertile consulte, au minimum, il y a une échographie testiculaire. Comme ça, s'il y a une tumeur infraclinique, etc., le diagnostic est fait. Donc une bonne corrélation entre l'échographie et la clinique, bien sûr. Il y a toute la problématique des tumeurs infracliniques, où là, on a des approches, et on sait très bien que quand elles sont palpables, c'est plutôt des cancers. Quand elles ne sont pas palpables, c'est autre chose. Et donc, on y reviendra après. C'est un élément pour nous qui est extrêmement important, qui est difficile à gérer, puisque vous aviez un couple qui venait pour un problème d'infertilité. Le monsieur, il ne savait même pas qu'il allait une écho, et il va sortir du cabinet du radiologue en se demandant s'il n'a pas un cancer. Donc, c'est quand même pas simple. L'échographie prostatique, pour nous, n'est pas systématique. En revanche, il y a indication d'échographie systématique quand le volume est faible, quand il y a des antécédents infectieux, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'indication à faire une échographie prostatique systématique. Je dirais à l'extrême limite, il y a une indication d'échographie prostatique quand il y a une indication de toucher rectal. Donc, tout ceci, Laurent vous en reparlera. Hein, donc je ne vais pas insister. Le bilan hormonal fait partie, bien sûr, du bilan systématique. Il associe la FSH, qui est l'hormone de la fabrication des spermatozoïdes, du contingent sertolien, et la testostérone, qui est l'hormone de l'androgénisation, des érections. Et donc, on voit toujours les deux ensemble pour juger du bon fonctionnement du testicule. Vous voyez que ça reste, pour nous, c'est un élément qui est extrêmement important, puisqu'il y a une bonne corrélation entre le nombre de spermatozoïdes, le taux de FSH, mais il y a aussi, pour nous, une excellente corrélation entre le taux de FSH et l'existence de spermatozoïdes dans le testicule quand il n'y en a pas. Quand on a une FSH dite normale, quel que soit le volume des testicules, même tout petit, 3-4 cc, on a 90% de chances de retrouver des spermatozoïdes. Donc si vous voulez, avant qu'il baisse son pantalon, on sait à peu près où on va. En revanche, quand la FSH est élevée, quel que soit le volume des testicules, on n'a qu'une chance sur deux. Donc vous voyez que pour nous, cet examen est extrêmement important. Et donc, c'est un des éléments d'appréciation très important de l'existence ou non de spermatozoïdes dans les testicules, avec une autre hormone qui est l'inhibine. L'inhibine est un peu plus spécifique des cellules de la lignée germinale et donc du nombre de cellules qui fabriquent les spermatozoïdes. Donc, j'insiste pas, je viens de vous dire un petit peu ce qui se passe. Enfin, le karyotype. Le karyotype, vous voyez, 3% d'anomalies chromosomiques chez l'homme qui a des problèmes de fertilité,
Donc c'est quand même un temps extrêmement important. Donc cet élément est absolument incontournable dans nos bilans, bien sûr. On est à 15% quand les gens sont azoospermiques. Et les anomalies, quand les gens sont azoospermiques, qu'on retrouve le plus, c'est le syndrome de Klinefelter, donc c'est-à-dire XXY. Et ils ont des tout petits testicules, ils ont 47 chromosomes et pas 46, et une chance sur 2 d'avoir des spermatozoïdes dans les testicules. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'on a un Klinefelter qu'on n'a pas de spermatozoïdes dans les testicules. Donc ça, c'est extrêmement important parce que souvent, vous avez tous appris comme moi que le Klinefelter était égal à stérilité. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Les patients atteints d'un syndrome de Klinefelter, une fois sur 2, on retrouve des spermatozoïdes et on leur permet donc d'avoir des enfants par le biais de la fécondation in vitro. Après, on étudie un peu plus le chromosome Y, qui est donc dans sa portion où sont les gènes de la spermatogénèse pour voir s'il y a intégrité ou pas, mais ça, ce sont des études un peu plus spécialisées. D'ailleurs, pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc vous voyez, dans une population standard, on est à 0,40% d'anomalie du karyotype. Dès que vous montez en charge, oligospermie, vous montez un peu, azoospermie, on monte encore. Vous voyez, la prévalence du syndrome de Klinefelter est importante, puisqu'on considère qu'en gros, il y a un garçon sur 500 qui a un syndrome de Klinefelter. Donc, si vous voulez, une infection qui était considérée comme exceptionnelle, aujourd'hui, comme ces gens consultent pour stérilité, on leur fait le bilan, tout ça, etc. C'est devenu notre routine. Donc, voilà, je n'insiste pas. Donc, quelles sont les grandes causes? Pour nous, il y en a, disons, une qui est extrêmement importante, que vous voyez, c'est la varicocèle. L'antécédent de cryptorchidie, qui est extrêmement fréquent. Je vous rappelle qu'il y a 1% des petits garçons qui ont un antécédent de cryptorchidie. Donc, c'est quand même... on les retrouve bien sûr à l'âge adulte. Donc, voilà. Et puis, des bilans pour des causes obstructives. Alors, la varicocèle... Donc, il y a eu beaucoup de débats sur la varicocèle. Je n'insiste pas. Quand même, 15% dans une population générale. Quand on faisait les visites du service militaire, c'était quelque chose d'extrêmement fréquent. C'est fortement augmenté dans la population infertile, ce qui, pour nous, bien sûr, fait le lien avec cette dilatation variqueuse. Il y a une étude extrêmement importante, qui est une étude de l'OMS en 92, sur plus de 9000 couples, qui montre que la varicocèle a un rôle avec l'infertilité, retentit sur le testicule gauche, et que globalement, on peut considérer que c'est un cofacteur à retenir au bout de 2 à 3 ans d'infertilité. C'est sûr que voir quelqu'un qui a 6 mois d'infertilité avec une varice, il y a 15% de la population qui en a une. Donc on ne peut pas savoir si c'est à cause de ça. Mais c'est un facteur extrêmement important dès qu'on dépasse les 2-3 ans d'infertilité. On voit vraiment ici, vous voyez, une rupture de pente au niveau des courbes. Donc là-dessus, on voit aussi donc, le lien, bien sûr, avec la stérilité. Il y a toujours un questionnement, parce que vous avez l'occasion d'en voir, il y a des gens qui ont des varices et puis une azoospermie, bien sûr. Et donc, se pose la question, est-ce qu'on fait quelque chose ou pas? Oui, aujourd'hui, la règle, quand il y a une azoospermie, avant éventuellement d'aller chercher les spermatozoïdes, on fait un traitement de cette varicocèle. Moi, à Lille, je travaille beaucoup avec les amis radiologues, donc on fait une embolisation. Tout le monde ne travaille pas comme ça. Et donc, on peut espérer une récupération de la spermatogénèse dans 20% des cas. Donc, c'est quand même pas neutre. Donc, inutile de dire qu'avant nous de faire notre chirurgie, on fait toujours ça. Alors, quand on dit récupération de la spermatogénèse, ce n'est pas forcément avoir 60 millions de spermatozoïdes. Mais dès que vous avez 1000, 2000 spermatozoïdes, on va faire une fécondation in vitro dans des conditions bien plus faciles et avec bien de plus grandes chances de succès. Donc voilà, je n'insiste pas. Est-ce que pour nous c'est important? On ne parle pas de l'adolescence ici, mais donc chez les adolescents, l'approche de la varicocèle, puisqu'il y a la problématique de la prévention de la stérilité, montre quand même que le traitement de la varicocèle permet aux testicules éventuellement de récupérer sa croissance et que donc il y a éventuellement intérêt à traiter au moment de l'adolescence. Donc le diagnostic, j'insiste pas, je pense qu'il faut pas, je ne vais pas alourdir. Simplement,
pour vous montrer qu'il y a une nette amélioration de la numération, ça c'est clair. Une amélioration un petit peu de la tératospermie, donc des formes atypiques. C'est un mauvais reflet des formes atypiques, mais c'est ce qui coûte le moins cher. On a d'autres marqueurs au niveau génétique, au niveau par exemple de l'activité mitochondriale dans les spermatozoïdes, etc. Là, il y a une nette amélioration après traitement. Mais on ne va pas faire pour 1 000 € à 1 500 € d'examen chaque fois qu'on voit quelqu'un avec une varicocèle. Donc on se contente du spermogramme. Mais donc il y a manifestement, même sur des éléments assez grossiers, une efficacité. C'est un des questionnements, Laurent y reviendra, parce qu'il y a la problématique, quand vous faites les examens, vous faites beaucoup de diagnostics de varicocèle infraclinique. Et donc, au niveau de l'Association française d'urologie, notre critère, c'est d'abord la clinique. C'est-à-dire, il y a une varice ou il n'y en a pas. S'il y en a une, il y aura éventuellement une indication de prise en charge, mais ce n'est pas le diagnostic échographique donc, qui va nous faire porter le diagnostic de varicocèle. C'est un élément qu'on prend en compte, bien sûr, mais c'est avant tout la clinique. Donc, on sert à quelque chose quand on les traite, ça va mieux au niveau des biopsies, ça va mieux partout. Donc, ça, c'est une étude prospective qu'on avait publiée qui montre bien, après embolisation, que on regarde, vous voyez, on passe de 28 à 55, ça bouge un petit peu mieux. Donc, il y a plein d'éléments qui sont vraiment en faveur. En revanche, au niveau hormonal, qui est un élément qui est assez grossier, on ne voit pas grand-chose. Donc, j'insiste pas. L'ensemble des études est quand même en faveur de la prise en charge de la varice. Sachez qu'il y a quand même un débat, parce que dans le milieu de l'infertilité, prendre en charge une varicocèle, ça veut dire qu'on attend que ça s'arrange. Et généralement, ça va contre le désir des couples et des conjoints, des gynécologues qui disent « mais on va perdre du temps, etc. Ça ne sert à rien, etc. » Donc ça, c'est quand même un problème. Mais globalement, il y a intérêt à traiter avant. Donc, simplement pour vous rassurer sur le fait que personnellement, je suis assez radiologique, mais Laurent le sait, je ne fais pas de la pub ici. Donc, vous voyez, donc on est vraiment dans la prise en charge. Sur l'ectopie, donc c'est extrêmement lié donc, avec l'infertilité, ça c'est classique, c'est bien connu. Donc, nous, la question qui nous interpelle quand on vous demande un examen, c'est est-ce que les testicules ils sont là ou pas là? Est-ce qu'il y a des facteurs carcinogènes? Et puis, quel est le degré d'atteinte d'infertilité dans le cadre de ce bilan? Donc, s'ils ne sont pas en place, ben, on les opère. Si on les abaisse. Donc ça c'est clair. On peut se poser la question de temps en temps d'une surveillance. Et donc de temps en temps, vous serez amené peut-être à voir des patients où on vous proposera une simple surveillance parce qu'ils ne veulent pas être opérés, etc. Et donc, eh bien, on surveillera ce testicule qu'on ne peut pas examiner cliniquement. Donc, il y a le risque de cancer, on en reparlera tout à l'heure, en sachant que la date charnière pour nous, c'est aux alentours de 13 ans. Les gens qui sont opérés avant 13 ans, le risque de cancer, d'augmentation est peu important. En revanche, après 13 ans, le risque de cancer est bien plus important. Donc là, ça, je vous en ai parlé juste avant. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est toujours cette notion du temps. Je vous l'ai dit pour les varices, c'est pareil quand on descend un testicule à l'âge adulte, on vous demandera des contrôles, etc. Les gens vont vous poser la question, mais pourquoi on attend? On n'espère jamais une amélioration de la fabrication de spermatozoïdes avant 6-9 mois après une intervention. C'est le minimum. Donc, il faut que vous le sachiez pour éventuellement donner cette information. Est-ce qu'il faut les opérer jeunes ou pas jeunes? Ça reste le cirque habituel. Les chirurgiens pédiatres sont très bientôt pour qu'on fasse une chirurgie intra-utérine. Je pense qu'il faut, aux alentours de 2 ou 3 ans, ça a l'air à peu près raisonnable et adapté. Donc, pour nous, il y a un moment aussi qui est important parce que vous, éventuellement, vous nous direz si c'est une technique classique d'abaissement, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien descendu les testicules qui étaient hauts à droite, on l'a bien descendu à droite, ou si c'est des techniques comme la technique d'ombre d'âne, où testicule droit, on l'a mis à gauche pour pas qu'il remonte. Ils sont croisés. Donc à ce moment-là, on vous demande
de suivre le cordon, etc. Et vous nous direz si effectivement il s'est passé quelque chose. Donc là, j'insiste pas pour parler aussi du cancer. Vous voyez quand même que quand il y a des nodules, c'est un problème, les cryptorchidis, parce qu'il ne faut quand même pas enlever le testicule droit alors que c'était le gauche. Donc on a quand même une nécessité, comme les chirurgiens sont très diserts sur leur compte-rendu et qui vous marquent, opérer selon la technique habituelle, quand c'est quelqu'un de votre région, vous saviez qui croiser, quand c'est quelqu'un qui n'est pas de la région, vous ne savez pas. Donc il ne faut pas de mauvaises surprises. Donc là-dessus, je n'insisterai pas. Sur toute la génétique, je vous l'ai dit, on est à peu près à une chance sur deux, même dans le Klinefelter. Vous voyez que, quel que soit le volume, quelles que soient ces choses-là, on reste finalement à des choses assez simples. Vous voyez quand même que dans les cryptorchidis, Laurent y reviendra, pour nous, dans notre observation, vous voyez le nombre de patients avec des microlithiases et des nodules qui est extrêmement important. Donc, on sait que d'emblée, on aura un contact avec vous sur ce sujet. Donc, voilà. Sur les résultats, ils sont bons. Après ce type d'approche chez les patients cryptorchides, on a beaucoup de grossesse. L'autre point qui est important aussi, vous avez une place extrêmement importante, c'est dans les bilans des azoospermies, la recherche d'une éventuelle mucoviscidose mineure. C'est-à-dire que quand il y a une agénésie d'un déférent, et donc ça, si ça n'a pas été mis en avant par le clinicien, vous-même, en écho maintenant, vous savez bien analyser l'épididyme, voir éventuellement le déférent. En échographie prostatique, si elle a été demandée, vous verrez s'il n'y a pas ou s'il y a une vésicule séminale ou s'il y a un déférent intrapelvien. Vous allez nous aider à poser ce diagnostic qui est extrêmement important du mucoviscidose mineure, puisqu'on va les prendre en charge en ICSI. Et donc, comme ils sont authentiquement une mucoviscidose, eh bien, il y a un risque pour la descendance. Bon, c'est une maladie autosomique, je vous l'accorde, mais je vous rappelle que le risque d'avoir une mutation dans cette pièce, on est probablement un certain nombre à avoir cette mutation, puisque c'est une personne sur 25 qui a la mutation. Donc, si qu'à la mutation, c'est un gène autosomique. Donc, il y a une personne sur 25, c'est extrêmement important. Donc, quelqu'un qui a une mucomineure, il a les deux gènes. Donc, ça veut dire que le risque, si vous ne cherchez pas le gène, il est de 1 sur 50 d'avoir un enfant avec la mucoviscidose. C'est beaucoup plus que certaines autres affections pour lesquelles on fait du dépistage. Et donc, vous avez une place extrêmement importante pour redresser certains diagnostics. Donc là, on étudie toutes les mutations, etc. Je n'insisterai pas là-dessus. Il y a un consensus là-dessus. On peut aller plus loin dans certaines études en fonction du volume, etc. Mais je me permets d'insister car vous avez vraiment votre place. Laurent y reviendra et pour nous, c'est à la fois au moment de l'échographie que vous allez nous aider, de l'échographie prostatique, mais aussi de l'échographie rénale que vous ferez pour nous dire quel type d'anomalie il y avait. Donc, vous voyez un bilan qui est relativement clair pour nous, l'examen clinique, l'échographie, prostatique plus ou moins adaptée, le bilan hormonal, le karyotype et la génétique. On a vu les grandes étiologies qui sont pour nous les éléments de tous les jours avec lesquels on a un lien très fort dans le cadre du travail pour pouvoir poser. Et donc, où, entre guillemets, on ne se contente pas, si j'ose dire, du fait qu'il y ait deux testicules et que le volume, j'ai envie de vous dire, le volume, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ça, je sais faire, c'est surtout tout ce qui est l'aspect de l'épididyme, ces choses-là. Bien, une ou deux questions avant que je passe au cancer du testicule? Non? Donc, je vais enchaîner sur les tumeurs du testicule.